Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode des Entretiens inspirants. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir quelqu'un qui est encore sur un autre fuseau horaire, on n'arrête pas de changer de fuseau horaire ici, et qui est au Québec, si je ne me trompe pas, mais je vais la laisser se présenter. À toi, Leslie. Dans le fjord, dans le fjord du Québec, c'est beau chez nous. Alors, faut que je me présente, c'est ça? Ben, au moins ton nom, pour que les gens sachent un peu qui tu es, et puis après, OK. si tu veux nous parler de ton parcours, brièvement. Alors bonjour, mon nom est Leslie Passerino, j'ai 47 ans et demi. J'habite dans le fjord et j'habite au Québec depuis 22 ans maintenant. Ouais, Ah ouais, quand même. ouais, ouais, quand même, 22 ans de mariage, 22 ans de Québec. Bon, c'est ça. Et on a 3 enfants. Pas mal ça, la présentation, je dirais. Ah ouais. Et est-ce que je dois en déduire que tu es mariée avec un Québécois? Non, pas du tout. Pas du tout, d'accord, rien à voir. On s'est mariés le 4 août 2001 en France. Et on avait décidé en fait on avait déjà décidé de quitter, on était dans les papiers parce qu'il y a 22 ans, c'est pas comme aujourd'hui. Donc on était dans les papiers depuis 2 ans et nos familles savaient qu'on quittait, mais on voulait faire ça, bien et d'une manière honorable pour nos 2 familles. Donc nous avons choisi de nous marier avant de quitter la France parce qu'on trouvait ça franchement chien de se marier loin de nos familles. C'était pas Ouais. faire, c'était pas faire. Mmh mh. Donc on a vraiment décidé d'être de bons enfants et de suivre un protocole honorable pour les oncles, les tantes, les grands-mères, les arrière-grands-parents, tout le monde. Ah, c'est bien. Tu me Ouais. disais en off que tu avais été bien éduquée, mais tu vois, c'est déjà une première preuve. Ah non, non, c'était super important parce que être déraciné et on n'est pas revenu, en fait, on est retourné en France une première fois en 2003 pour présenter notre premier fils. Et après, on est revenu en 2017. Ouais. Donc, c'est une bonne idée de se marier en France avant pour honorer nos familles. Ouais, je pense que c'était sympa pour eux de pouvoir assister au mariage sans avoir à prendre l'avion, ouais. Ah, à l'époque, ils ne l'auraient pas fait. Donc, au moins, c'est surtout la génération de l'âge d'or, comme l'arrière-grand-mère de mon mari, qui était encore vivante pour notre mariage. Et puis, nos grands-parents aussi. Moi, ma grand-mère, elle n'aurait jamais pris l'avion. Là, oublie ça, elle était trop âgée. Donc, non, Ouais, on voulait vraiment faire ça bien. Vraiment, c'était sur le désir de notre cœur. OK. J'en profite pour dire qu'on a le même âge à quelques mois près. Moi aussi Ah! 47. Ah! C'est une belle année, la quarantaine, c'est bien la quarantaine. Je suis sûre que la cinquantaine va être encore meilleure que la quarantaine. Ouais, je pense. Moi, je vois que du bon, en fait, donc Moi, je trouve ça je génial. suis optimiste. Moi, je trouve ça génial, la quarantaine. Je vois pas pourquoi les gens se plaignent. C'est cool, pour vrai. C'est pas compliqué. Non et au contraire, je trouve qu'on s'épanouit enfin, moi, je me sens plus épanouie maintenant qu'à 20 ans. Je me sens beaucoup plus libre d'être qui je suis et qu'à 20 ans ou 25 ans. 20 ans, c'est compliqué. C'est tout ce que j'ai à dire. La vingtaine, c'est compliqué. Ah, c'est trop compliqué. C'est trop drama. C'est juste trop compliqué. La trentaine, c'est trop d'occupation. La quarantaine, c'est bien. La quarantaine, il y a l'équilibre dans la quarantaine. Mmh mh et donc pour la cinquantaine, tu prévois quoi? Ah! Waouh! Pour la Encore mieux que cinquantaine, l'équilibre. pour la cinquantaine, là, il y a des objectifs que j'ai pas encore rejoints, puis j'aimerais les atteindre dans la cinquantaine. Ouais, il y Tu a veux 2. nous en dire plus sur ces objectifs ou? Ouais, je peux. Bah, les gens ne savent pas ce que je fais dans la vie, mais c'est correct. Mais 2 des objectifs que j'aimerais atteindre dans la cinquantaine, c'est avoir un prix Nobel de la paix. Je trouve que ce serait Pas vraiment mal. cool. Ouais, j'aimerais vraiment ça. Ça veut dire que je fais des bonnes choses pour aider les gens et avoir une reconnaissance en tant que meilleur employeur du Canada et du Québec. Joli. Ça, c'est de l'ambition et ça, c'est des objectifs qui tiennent la route, chapeau. Oui, parce que tu sais que quand tu atteins ces objectifs-là, ça veut dire que fatalement, tu fais des bonnes choses pour les autres. Mmh Avoir mh. le trophée, la récompense du meilleur employeur du Canada et du Québec, ça veut dire que, comme on dit chez nous, je prends soin de mon monde. Donc, je vais Mmh. être un bon employeur, d'être là pour eux et surtout la prochaine entreprise que j'ai à cœur d'ouvrir. Et ça me travaille beaucoup parce que c'est une entreprise à caractère social que je couvre encore à l'intérieur. Le temps n'est pas encore venu, mais ça s'en vient bientôt.
et également être mairesse de ma ville. Ah, chez vous, ça se dit pas mairesse, maire. Si, moi, on comprend, ouais, c'est mère. Je pense que ça se dit maintenant, on a tout féminisé les noms. Non, je me suis fait reprendre la dernière fois par un Français. C'est vrai? Oui, Bon. parce que je dis, nous, c'est madame le maire qui nous a mariés à l'époque, à Mantes-la-Jolie. Puis là, j'étais comme, oui, la mairesse. Non, c'est madame le maire. OK, nous, c'est madame la mairesse. OK, bah, je suis sûre qu'il y en a qui le disent quand même en France, mais c'est Eh pas oui, grave. c'est ça. Du coup, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que tu fais? Comme ça, les gens vont comprendre pourquoi tu peux te permettre d'avoir ce genre d'objectif. Oui, alors je ne suis pas quelqu'un de trop occupé parce que ça me fatigue qu'on dise ça, mais je suis quelqu'un de très actif. Et je ne suis pas hyperactive non plus parce que ce serait un mensonge éhonté. Donc, dans la vie, euh, activité numéro un, je suis présidente d'une OBNL à caractère religieux, ce que les gens appellent un ministère. Donc, nous sommes pasteurs missionnaires. Nous travaillons beaucoup avec l'Afrique. Nous aidons également, surtout le Togo, et nous aidons aussi les gens les plus démunis. Avant la pandémie, on allait visiter les prisonniers pour les encourager et tout. Là, il faut refaire les papiers, c'est un bout qu'on n'a pas fait au Québec. Mais on aide les gens. Dans le fond, on aide les gens, on est des gentils gens. Voilà. On n'est pas religieux, on est des gentils gens. Et puis nous, on aide pour la nourriture, le soutien moral, l'accès aux écoles, les soins de santé, ça c'est pour l'Afrique, l'éducation adulte, donc savoir compter, lire et écrire chez les adultes. Puis ici, on essaye vraiment de se rapprocher auprès des autochtones, qu'on n'arrive pas encore, mais ça va être en voie de développement. On aime beaucoup les Premières Nations chez nous. Les Premières Nations, pour les Européens, c'est les autochtones et les Inuits. On ne dit pas indien, parce que ça se dit pas, c'est méchant, méchant, on ne fait pas ça. Et, et oui, c'est pas mal ça. On œuvre beaucoup au sein de la ville aussi quand il y a des besoins. Donc ça, c'est l'activité numéro un. Organisme à but non lucratif à caractère religieux. Option numéro 2, également activité numéro 2, j'ai une entreprise en haute productivité, ce qui explique quand même que je peux faire tout ce que je fais, parce que j'aide les gens, les entreprises et les individus, ainsi que les entrepreneurs à atteindre leurs objectifs d'une façon saine. Je suis ce qu'on appelle une grande adepte du slow life productif. Alors, le slow life, quand tu habites chez nous, ça a du sens, parce que j'habite genre au milieu d'une forêt dans le fjord et des montagnes. Ah, génial. Il manque plus que les poules. C'est un projet peut-être l'année prochaine, mais il nous manque juste des poules en fait. Ah, Et, et, et je travaille à peu près sur 2 entreprises et l'OBNL, je travaille comme 25 heures semaine. Ouais, donc ça veut dire que je suis très bien organisée et en fait j'aide les gens à être très bien organisés pour atteindre leurs objectifs sainement, sans se brûler et en fonction de leur saison à eux, parce que la saison de X n'est pas la saison d'Y et je ne crois pas qu'on puisse nécessairement appliquer un copier-coller à 2 personnes parce qu'elles ne sont pas des clones. Activité numéro 3, je suis ce qu'on appelle surface designer dans l'industrie infantile. Alors, surface designer, laissez-moi vous montrer, facile de même là. Surface designer, c'est quand tu fais des petits dessins, par exemple, sur les jolies. Donc, je fais des petits dessins qui vont aller sur des tissus à l'industrie infantile, que ce soit aussi des d'accord, bureaux, du papier peint, toutes sortes de surfaces, mais je suis spécialisée vraiment dans l'industrie infantile de 0 à 6 ans. Et quand je veux, j'écris des livres. Voilà, d'accord. Oh, c'est pas mal. c'est pas pire. Mmh. Et on a 3 Moi, enfants. j'aime bien les slow life comme ça, où Moi tu aussi. peux suivre, tes inspirations du moment et Ouais, ouais. Je ne suis pas mmh, quelqu'un de stressé, de pressé, mais chaque chose est à sa place. Et puis, ça me permet justement d'embrasser mes différentes activités tout en étant présente pour nos 3 ados, en fait. Ben, nos 2 ados et notre jeune adulte, plus exactement. ouais, OK. Tu as parlé de saisons, qu'on avait tous des saisons différentes. Tu veux, expliciter un petit peu ce concept? On a tous des saisons. C'est, tu sais, par exemple, la saison on va prendre la femme, parce que c'est sûr que chez la femme, les saisons sont un peu plus marquantes que chez un homme, dans la mesure où on enfante. La saison d'une jeune femme ne sera pas du tout la même saison que d'une femme enceinte ou d'une femme ou même une jeune famille avec un bébé.
Ou comme là, justement, on a des amis qui sont chez nous, puis ils ont 2 enfants en bas âge, 2 ans et 5 ans. Puis c'est ça qu'on voyait, c'est pas du tout la même saison avec 14, 17 et 20 ans. C'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes besoins. Et même en entreprise, c'est pas les mêmes saisons entre un jeune entrepreneur ou quelqu'un qui veut rester salarié, mais qui veut atteindre ses objectifs, quelqu'un qui veut être en transition, quelqu'un qui est en entreprise depuis 20 ans. C'est pas les mêmes choses. C'est pas les mêmes sortes de jeux, si on peut dire ça ainsi. Donc, il faut être capable d'adapter en fait aux besoins de la personne et ne pas la voir comme un numéro ou juste comme un client, mais être capable justement de pouvoir s'adapter ou de pouvoir aider la personne déjà, à reconnaître ses besoins et à être capable de se poser des vraies questions. Donc, dans le fond, mon travail en haute productivité, c'est d'amener les gens à se poser des vraies questions. Des questions qui vont effectuer un vrai changement sans que ce changement soit douloureux, coûteux ou qui t'amène au point de brisement. Ouais, tout un programme. C'est pas forcément évident de prime abord quand tu dis ça comme ça, tu dis: «Ouais». Les changements, c'est déjà souvent quelque chose de difficile parce qu'on est câblé comme ça. Le cerveau aime pas trop les changements. Mais, après on Ouais, a des natures qui aiment ça plus ou qu'on moins. nous a enseigné. Non, c'est ça, on nous a toujours enseigné que les changements, c'était difficile. Mais c'est là où, personnellement, je ne suis pas d'accord. Tu sais, j'ai été déracinée une fois. Là, on a déménagé, on est arrivé dans le fjord en pleine tempête de neige un 4 décembre. Puis pour nous, c'est un retour casse-départ. On a laissé tous nos amis, on a laissé tout le monde. On est arrivé ici. Personne ne savait qu'on arrivait, on ne connaissait personne non plus. Donc, c'est un nouveau déracinement. Puis encore une fois, il a fallu s'adapter, même pour la famille, même pour les enfants. Tout est devenu nouveau. Puis, en fait, je crois que quand tu as les bons outils, quand tu as une bonne préparation aussi en amont d'un grand changement, ça aide grandement à passer ton changement avec brio. Mmh. Mais il faut que tu aies le désir, en fait, déjà, de changer. Sans désir, Ouais. tu vas pas dans la vie. Mmh mh. Ouais, c'est la clé et surtout, bah, les gens que tu accompagnes, si tu peux pas les forcer à devenir plus productifs, à devenir mieux organisés s'ils en ont pas envie. Ah ben de toute façon, tu viens pas, prendre un de mes produits ou tu viens pas travailler dans nos programmes d'accompagnement si tu as pas envie de changer. C'est définitivement la pire place ever pour toi parce que les gens qui connaissent mon caractère savent très bien que si on a une interaction ensemble, c'est sûr que tu vas changer. C'est obligé. Donc si tu veux pas changer, mais viens pas me voir, viens pas me suivre, viens pas m'écouter, viens pas me lire, ça ira 2 fois plus vite. Comme ça, tu es sûr que tu ne feras pas du voilà. Au moins c'est clair, qu'on se le dise, hein. Oui, c'est très Oh clair. mais j'adore cette franchise. Ah ça c'est Heu, ça co et ça c'est le lot de la neuroatypie. Bah, justement, j'allais te parler de ça parce que je sais que tu en as déjà discuté, sur d'autres, interviews. Heu, Comment tu vis le fait d'être différent? Et surtout, est-ce que, le fait qu'on mette une étiquette sur cette différence, ça t'a apporté quelque chose en bien ou en mal? En fait, pour moi, bon, dans le concept, je me contrefiche de ce que pensent les gens, dans mon caractère. Je suis pas rebelle ni rien là, mais je suis pas du tout je suis une ex people pleaser. On va remettre la phrase dans le bon contexte. J'ai été une people pleaser pendant longtemps, ça m'a coûté très cher. J'ai beaucoup de relations toxiques, donc j'ai beaucoup appris que la première chose à faire, c'est d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde et de se comprendre soi-même. Ça a toujours été difficile pour moi et en fait, il y a des mots maintenant, je reconnais quand les gens disent certains mots comme une des choses qu'un neuroatypique va dire, c'est je ne rentre dans aucune case. C'est comme si tu étais tout le temps un monde dans un autre monde. Et c'est compliqué. C'est toujours compliqué en fait. Parce que tu comprends pas, tu sais pas comment verbaliser les choses. Et le premier niveau de neuroatypique qu'on m'a trouvé, j'avais 18 ans. Et c'était en classe de français. Et je trouvais que mes études, c'était super dur. J'étais vraiment une bonne étudiante. Mais c'était super dur, boy. Il fallait que j'étudie la nuit. Je m'étais trouvé des outils moi-même parce que j'avais beau dire à ma mère que je savais pas c'était quoi mon problème. Pour ma mère, j'avais jamais de problème, genre. Mais j'avais un sale caractère. En tout cas, c'est pas la vérité. Et en fait, on s'est rendu compte à 18 ans, mon prof de français au lycée était comme Mélanie, t'es vraiment dyslexique. Oh. Et là, ça a été vraiment comme ah, ça m'a tellement aidé de savoir ça. Ah, ça m'a tellement aidé de savoir ça. Parce que j'étais capable de me comprendre, j'étais capable de le verbaliser, j'étais
capable de le communiquer. Quand je disais aux gens, même après l'université, je suis dyslexique. Oh, ok, tu sais, il y a un programme qui est fait pour ça. Tu sais, il y a des outils pour t'aider. Oh, wow! Tout ce temps où j'ai tellement galéré dans ma vie, c'était Ouais. cauchemar. Ah, les études, c'était... Puis j'ai vraiment été, j'ai été loin quand même. J'étais à l'université, j'ai fait psycho et tout. Oh, ça, c'était quelque chose. La dyslexie, c'était quelque chose. Puis, mais il y avait d'autres choses. Il y avait plein d'autres choses, en fait. Le fait que j'étais pas capable, j'apprenais tellement vite, plus vite que les autres, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'absorbais toutes les informations et je m'ennuyais très vite. Et j'ai jamais eu de trouble déficit de l'attention. Je ne suis pas une TDA ou une TDAH, là. De mon côté, je suis au potentiel émotionnel, au potentiel intellectuel, donc j'ai les deux HP, au potentiel créatif, les trois, donc c'est ce qu'on appelle les multipotentiels. Alors les multipotentiels, on trouve que c'est des gens vraiment super occupés, qui ont une légère tendance hyperactive. C'est pas la vérité, c'est juste qu'on a tellement de potentiel qu'il faut qu'on le canalise. Parce que si on ne le canalise pas, c'est là que ça devient dangereux, c'est là où on devient invivable, c'est là où personne ne veut que ça arrive, surtout pas mon mari. Donc, quand je lui dis, j'ai un projet, let's go, éclate-toi, have fun. Puis, j'ai un projet, mais en fait, je me rends compte que, ouais, non. OK, ben, lâche l'affaire. OK, bye. Et puis, quand tout le monde me disait, tu sais, tu devrais te calmer, mais quand j'ai commencé à me calmer, j'ai commencé à devenir dépressive. Donc, c'était pas le bon mot. Je ne pouvais pas, en fait. C'est comme si je te disais, écoute, Cécile, arrête d'être une fille. Tu sais, tu vas me dire, ben là, c'est parce que c'est ça que je suis une fille. Puis, à 40, l'année dernière, non, c'est pas la vérité. Oui, l'année dernière. On a vu une émission. Et là, j'ai eu peur. J'ai eu peur, mais en même temps, ça m'a fait du bien de le voir. Et c'était une émission sur l'autisme. Puis, avec mon mari, on s'est regardé parce qu'il y avait des phrases. Puis je me disais, c'est bizarre. C'est exactement les mêmes phrases. Puis il y avait des attitudes de caractère, des façons d'être. Et je me reconnaissais ici. Alors, j'ai passé un test. J'ai pris mon courage à deux mains, vraiment. Parce que je te dirais qu'à 46 ans, c'est quelque chose de décider que tu vas faire des tests. Ouais. Et c'est là où on a découvert, en fait, dans les résultats, j'avais des fortes caractéristiques du trouble du spectre autistique. Je suis comme, oh. Et ça m'a tellement soulagée de savoir ça. Pour moi, ce n'était pas une étiquette qu'on posait sur moi. C'était comme si, enfin, j'avais un traducteur interne. C'est comme, oh! Ah, bah, ça explique tellement de choses subitement. Et ça explique pourquoi. Et j'ai revu toute ma vie. Tu sais, souvent, on me trouve. Je suis super. Quand vous me connaissez, les gens, là, je suis quelqu'un comme genre super amour. Et puis, je suis full love. Je suis une licorne qui vit dans un monde pailleté. Maintenant, dans les faits, quand c'est la toute première fois qu'on se rencontre, tu penses que je suis Elsa, la reine des neiges. Et c'est la vérité. C'est ça la chose, c'est que vu que j'ai pas de. Je suis pas super émotionnelle ou émotive, tu sais, c'est pas la caractéristique première d'un TSA. Alors, ce qui fait que des fois, tu me dis des choses, puis il n'y a pas de réaction, puis tu es comme, oh, elle est glaciale. Non, je ne suis pas glaciale, comment. Et en fait, c'est plus facile après de le verbaliser, de trouver des outils. Surtout qu'on a un enfant chez nous, c'est exactement le même combo que moi. Tout pareil, mais c'est le fruit de sa mère. Tu vois. Dyslexie, multipotentiel, caractéristique du TSA. So, c'est devenu beaucoup plus facile de communiquer, d'avoir les outils à la maison. On a aussi une hypersensible. Là aussi, tu vois, c'est facile d'encadrer et que tout le monde, en fait, dans cette maison, on ne dit pas t'es mauvais. Ça n'existe pas ici. Les gens ne sont pas mauvais. Dieu a jamais, je suis désolée si vous ne croyez pas en Dieu, mais c'est correct, mais Dieu ne fait pas de monstre. Tout ce qu'il fait est parfait. Alors, on a toujours enseigné à nos enfants, être différent, c'est pas mal. Être différent, c'est bien. Il y a de la place pour tout le monde sur la terre. Il y a de la place pour des gens atypiques, des gens neurotypiques, des gens neuroatypiques. Il y a de la place pour tout le monde. Ce qu'il faut, c'est être juste en harmonie avec tout le monde. That's it. Puis c'est ce sur quoi on travaille avec nos magnifiques enfants. Ouais. Ah, c'est génial. Mais c'est bien, tu leur as ouvert la voie, mine de rien. Je pense que tu es mieux placée pour les comprendre. Enfin, ils ont eu des réponses plus tôt que toi, finalement. Oui, oui, puis tu sais, ils voient leur mère aller là, une aventurière, et c'est difficile de maintenir la mère dans une boîte. Puis finalement, ben, ils se disent, tu sais, si maman peut faire tout ce qu'elle fait dans la vie, ça veut dire que nous aussi, on peut le faire. C'est comme, ouais,
Bah On oui, leur ouais. explique juste les règles du jeu, parce qu'il y a quand même des règles du jeu qui s'appellent la société, genre, un tant soit peu, tu vois? Mmh Et mh. puis, on leur donne en fait les outils pour être libres, tout en étant des citoyens concernés et responsables pour les autres. Ouais, c'est bien, c'est beau et je partage tout à fait ce que tu dis et tu vois qu'on croit en Dieu ou pas, qu'il y ait une religion derrière ou pas, pouvoir penser qu'on a tous un rôle à jouer et une mission à accomplir sur cette terre, moi ça me plaît. Tu vois? Ouais. Après tu mets ce que tu veux derrière mais effectivement, je pense que chacun a quelque chose à apporter et après, ben, ça c'est quelque chose qui me touche parce que moi aussi je me suis souvent sentie différente. Alors j'ai pas fait de test, je sais pas, on m'a collé plein d'étiquettes et en fait comme je m'en fous, Moi je aussi, cherche je m'en pas à fous, savoir, en fait, mais je pense mais que c'est c'est important important. de savoir. En fait, tu sais, c'est sûr que ça dépend de ton angle de vision, on va dire. Si tu es sujet, si quelqu'un est sujet à se sentir étiqueté, il peut le voir comme une nouvelle étiquette dans sa vie et rentrer dans une petite boîte. Pour moi, ça a été tout ça. Je voulais pas le savoir pour les autres, je voulais le savoir pour moi. Et puis, Mmh c'était mh. pas le fait d'être étiqueté, c'était le fait d'être équipé adéquatement qui était important pour moi. Parce que j'avais besoin, je suis quelqu'un qui roule vraiment vite à l'intérieur et j'avais besoin de savoir si, pas que j'étais mauvaise ou bonne, mais finalement, comment je pouvais encore rouler plus vite à l'intérieur de moi, mais d'une manière qui ne me brise pas, d'une manière qui soit sécuritaire. Et le fait de le savoir, ça a pu me conduire à trouver, dans le fond, des stratégies de vie, des outils pour moi qui fonctionnent pour moi. C'est comme tout est automatisé dans mon univers professionnel parce que je suis vraiment la copine d'Iron Man, tu vois. Et je vis dans un monde, pour moi, je suis super pro-virtuel, je suis hyper high-tech et il faut que ça aille vite parce que dans l'univers d'un HP ou d'un neuroatypique, certains on roule à 350 km/h à l'intérieur. Et il faut qu'on s'équipe adéquatement. Et en fait, le fait que ça a été prouvé dans ma vie ou validé dans ma vie par une ressource qui était complètement extérieure à moi, qui avait plus de connaissances que moi ici, ben, j'étais comme, oh, wow! Et j'ai pu aller chercher des ressources qui me convenaient, qui parlaient ma langue, avec des gens non agressifs, parce qu'il ne faut jamais qu'il y ait des gens agressifs avec moi, et qui respectaient mon petit monde de licorne. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai pu faire mon chemin. Mais pour revenir à Dieu, j'aimerais juste spécifier une chose. Pour moi, c'est vraiment pas une religion, c'est une relation pour vrai. Et parce que je suis vraiment pas religieuse. La preuve, je suis tatouée, les amis. OK? Et c'est non, pour vrai, parce que si j'avais pas essayé Dieu dans ma vie, en fait, j'avais 2 plans. C'était soit le suicide ou soit essayer Dieu que j'avais jamais essayé et je me suis dit que j'allais essayer Dieu, puis si ça marchait pas, j'allais me suicider après. Finalement, ça a marché, tout le monde est content. Ouais, je vais te dire, on est soulagés que Tout ça ait le monde est marché. content. Puis c'est ça qui m'a amenée, en fait. Ça a tellement changé ma vie, ça m'a tellement fait de moi une personne meilleure, parce que j'étais droguée. J'avais des, troubles, compulsifs alimentaires. Sérieuse maladie mentale. C'est un sérieux problème mental. C'est quand j'étais une ancienne Mmh. bulimique pendant des années de ma vie, là, droguée au bout, agressif, aucun amour. Puis d'avoir cette relation, ben, ça a fait de moi une personne tellement gentille que j'ai décidé de devenir pasteur missionnaire et d'aider les gens. Ouais, Je trouve que c'était pas pire. Ça a eu un bon résultat. c'est clair. Joli, retournement de situation. Ouais, comme on dit chez nous, bah, en anglais, surtout aux États-Unis, tu prends des citrons. Tu sais, quand la vie te donne des citrons, tu les prends et t'en fais une limonade. Mmh mh. Pas mal. Ouais, c'est cool. Et tu parlais d'amour de soi aussi. Heu, moi, je travaille pas mal avec des femmes, enfin, j'accompagne des femmes, dans différentes situations, mais ce que j'ai l'impression et tu vas me dire si tu observes la même chose, c'est que souvent, il leur faut beaucoup de temps pour commencer à se dire: «Ah bah, tiens, si je prenais soin de moi». Tu vois, j'ai l'impression qu'elles ont une to-do list, elles cochent tout ce qu'elles ont fait, puis la dernière case, c'est prendre soin de moi et elles arrivent à cette case, vers les 50 ans, quoi. Tiens, ah bah, tiens, ça, je l'ai pas fait et souvent j'ai l'impression qu'au départ, il y a un enfin, elles sont très, très exigeantes avec elles-mêmes Mais je pense et que c'est elles ont du mal à s'aimer pour ce qu'elles sont. Est-ce que mais tu je vois ce genre de choses aussi? Mais je pense que c'est vraiment pas juste la femme. Je pense que c'est réellement l'être humain, qu'il soit mâle ou femelle ici, là, tu sais, je veux dire, peu importe un homme ou une femme. Pourquoi? Parce que
il y a quelque chose qui a changé dans l'histoire. À partir de la deuxième ère de l'industrialisation en 1850-1880, quand vraiment les industries avec Ford, avec tout ça, ont commencé, même en Europe, et que là, il y avait cette mentalité de sacrifice. Il y avait cette mentalité, puis c'était ça au sein de la société qui était véhiculée. Tu sais, tu Mhm. fais passer le bien des autres à ton propre détriment. Tu travailles jusqu'à l'épuisement. Tu sais, en France, Mhm. moi, j'ai toujours fait d'une famille de commerçants sur les marchés. Alors, dans ma famille, on avait quoi? Moi, je suis une fille de poissonnier des deux bords. Mes grands-oncles étaient charcutiers, volaillers, fromagers, bouchers, whatever. Tout ça, ça a grandi sur les marchés à l'époque des chevaux, là. Et, et c'était ça, c'était tu vas travailler jusqu'à la mort, tu vas travailler jusqu'à ce que ce soit dur, mais c'est normal. Et ça, tout ça, ça va vraiment avec la secondaire de l'industrialisation, le sacrifice, mais le sacrifice sans amour de soi, en fait. Le, Mhm. le fait de t'aimer toi était mal vu et mal perçu. Puis après, les choses ont commencé à se passer. 1920 est arrivé, c'était quand même pas mal cool. Il y a eu la Première Guerre mondiale. Mais après la Seconde Guerre mondiale, ça s'est encore répété. Là, c'était plus le temps de penser à toi, du tout. Là, c'était le temps de penser à la nation, de rebâtir, de reconstruire. Et puis, encore une fois, l'idée de sacrifice. Mais toujours dans le mauvais sens, en fait. Et puis, il y a eu les années 50, 60, où la femme était collée à la maison parce qu'on vivait dans un monde d'hommes, absolument d'hommes, depuis des siècles. Et à partir des années 70, là, on s'est dit, non, moi là, je veux être libre. Maintenant, je vais juste penser à moi. Et c'est là où il y a eu un gros retournement de situation. Mais en fait, c'était très négatif. Pour la simple et bonne raison que notre génération, toi et moi, on a vécu avec des mères qui voulaient avoir une carrière. Et là, ça fait 0, 1000. Comme, il n'y avait plus de milieu ici, là. Mais notre génération à nous, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes des mamans équilibrées, nous sommes des mamans, et il n'y a pas de blâme sur les générations passées, mais nous sommes arrivés à un point, en fait, où même les pères, en tant que parents, on arrive à trouver un équilibre de penser à nous, de se souvenir qu'on est, par exemple, des gens mariés ou des adultes avant d'être des parents. On était là avant nos enfants sur la terre. Il y a ce genre de pensée qui est là aujourd'hui, véhiculée dans la société. Maintenant, une des choses que j'ai beaucoup appris avec la foi, c'est tu dois aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. En fait, c'est pas possible sans ça. Tu peux pas aimer sainement une personne si tu ne t'aimes pas. Et c'est Ouais. là où je trouve que c'est très intéressant. Parce qu'à travers le concept de la foi, ben, tu es obligé de faire un pas en arrière, en fait, des autres en disant, attends, mais c'est parce que pour pouvoir comprendre ce qui est en face de moi, il faudrait déjà que je me comprenne. Pour pouvoir aimer ce qui est en face de moi, il faudrait déjà que je m'aime. Pour pouvoir accepter sans comme aimer de manière inconditionnelle ce qui est en face de moi, peu importe la couleur, la culture, peu importe. En fait, pour apprendre à aimer les gens pour qui ils sont et non pas pour ce qu'ils font ou ne font pas. Je suis déjà, Mhm. moi, obligée de m'aimer de cette manière-là. Ouais. Aimer les gens pour qui ils sont, s'aimer soi-même pour ce qu'on fait et pas pour ce qu'on fait pas ou ce qu'on fait. Pour ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas, c'est super important. Puis c'est pas quelque chose qu'on a eu à la maison quand on était tous jeunes. Tu sais, on était, oui, on avait des systèmes éducatifs, puis je pense que c'est bien de savoir apprendre à un enfant le non ou le pas maintenant ou le hors de question. Mais il y a des choses où, moi je me sais, on me disait, mais quand je rentrais à la maison, genre avec un 17 sur 20, au collège, on me disait: «Est-ce que quelqu'un a eu 18?» «Oui». «Donc tu es J'étais nulle, sûre que ça allait me rappeler des souvenirs, ton histoire. donc tu es nulle, donc tu es pas bonne, tu travailles pas assez, mais tu crois qu'on sacrifie pas pour toi? Regarde comment on travaille tous les 2». Et là, tu es comme et en fait, tu réalises en tant qu'enfant que la manière dont on t'aime est au prorata de tes résultats ou de ton absence de résultats. Où on me dit: «Mais tu sais, moi je suis l'aînée de mon frère, on a 9 ans d'écart». Et combien de fois, et je blâme pas ma mère. Ma mère est une femme extraordinaire. Oh, extraordinaire, je l'aime tellement fort. Mais c'est la période dans laquelle elle a vécu, c'est ça. C'est ça la réalité des choses. Et c'est comme ça aussi que au jour d'aujourd'hui, c'est à 50 ans, à 40, 50 ans que tu décides d'apprendre à t'aimer. Parce qu'il faut que tu sois déformaté de toutes ces choses-là, de l'éducation de tes parents, de tes grands-parents aussi. C'était pas mieux, c'était encore pire. Tu sais. Hein, Il n'y hein. avait pas d'amour, on ne se faisait pas de câlins. Ah, c'est compliqué, hein. Et là, c'est comme, tu veux sortir, t'emmènes ton petit frère. Tu veux faire ça après le ménage. Et
Ah, t'as pas fait ça, donc t'es pas une bonne fille. Ah non, mais je t'aime pas, je t'aime moins bien aujourd'hui. Et honnêtement, c'était compliqué. Et quand tu arrives dans la quarantaine et plus, hommes et femmes, c'est comme tu t'affranchis de ces choses-là. Tu trouves pas si pire finalement. Parce que tu veux pas éduquer tes enfants de la même manière. Mais en disant à tes enfants, tu sais, c'est pas parce que tu as eu un zéro que tu es nul. Mais papa, maman, mais on t'aime pareil. Et là, il y a une phrase qui te dit dans ta tête, tu sais ce que tu as fait la dernière fois, ce serait bien que tu t'aimes pareil toi aussi. Et en fait, c'est Exactement. comme ça que tu commences à processer. C'est en parlant Mmh. à tes enfants, en parlant à des amis. Et là, il y a une petite voix dans ta tête qui te fait tu devrais te regarder dans ton miroir quand tu dis ces choses-là. You know? Oh, ok. Et ça prend le temps vraiment d'apprendre à nous découvrir comme qui on est et pas pour ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Mmh. Ça prend du temps et puis des fois, je sais pas, je saurais pas dire comment. J'ai eu un déclic il y a pas très longtemps, tu vois? Je me suis mis beaucoup de pression toute ma vie pour réussir et puis, à un moment, je me dis: «Mais qu'est-ce que ça» quelqu'un me pose la question: «Qu'est-ce que ça ferait si tu échouais?» Je dis: «Ben, je sais pas, ça me plairait pas, je me sentirais honteuse, quoi». Puis après, en creusant toute seule plus loin, je dis: «Mais en fait, c'est que j'aurais peur de décevoir mes parents». Ah, Ou qu'ils m'aiment plus et après je me suis dit: «Mais n'importe quoi, mes parents, ils m'aiment de toute façon. Ils ont pas besoin de ça pour m'aimer, quoi». Mais tu vois, c'est des trucs qu'il faut déconstruire, ça demande beaucoup d'efforts, je trouve. oui, ça demande beaucoup d'efforts. Mmh. On va pas, en fait, mais ça demande beaucoup d'efforts. Mais si tu as le désir de ne plus vivre ça, tes efforts vont être moins douloureux, laborieux et difficiles que si un jour tu frappes un mur et tu te rends compte que tu dois changer. Tu sais. Ouais, Parce que c'est là où tu te dis, mais c'est pas de la faute de mes parents, c'est pas de la faute de mes grands-parents. Et quand j'ai fait des recherches, parce que vraiment, je me suis vraiment interrogée à ça. Et c'est la seconde révolution industrielle, c'est là que tout est parti en cacahuète. Parce qu'il fallait tellement de rendement. Et on a éduqué les gens au rendement. mmh Et mh. en fait, les gens étaient valorisés ou dévalorisés par rapport au rendement. Au jour Ouais, d'aujourd'hui, tu le vois encore dans certaines cultures et de manière très très forte. Par exemple, la culture chinoise, ça explose. Le ouais. rendement, savoir si tu as une bonne cote de crédit te donne beaucoup d'avantages. Si tu es un bon employé, te donne des avantages. Ton indice corporel te donne des avantages ou te désavantage. Et c'est fou comment cette mentalité dans certaines cultures perdure encore en fait. Ouais. Et je pense bah, alors pour te donner le contexte, j'ai travaillé pendant 5 ans, pour une société chinoise et donc j'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois et j'ai eu des discussions hautement philosophiques, avec mes collègues là-dessus. Et bah, les plus éduqués d'entre eux, ils se rendent compte et ceux qui ont voyagé aussi, ils se rendent compte qu'il y a cette espèce de sacrifice collectif, en ce Oui. moment en Chine, pour refaire de la Chine une puissance, rayonnante comme elle l'a été par le passé. Mais ça va changer. Ça va changer parce qu'en fait, bah, les jeunes voyagent pour aller faire leurs études à l'étranger. Ils se rendent compte de la «belle vie» entre guillemets qu'on a nous en Occident et ils veulent des vacances aussi, ils veulent profiter aussi, tu vois? Donc Ben, c'est vraiment en c'est train de une changer, joie, au niveau une joie chinois. de pouvoir être libre, de pouvoir rêver, de pouvoir avoir des objectifs de vie qui ne sont pas euh, collectifs au sein de la nation, on va dire. Ouais. Tu sais, il y a eu une chose avec l'ex-URSS dans l'histoire. Plusieurs fois, on voit ce pattern, ce cycle répétitif-là. Mais tu vois que c'est pas applicable parce que l'être humain n'est pas un robot, l'être humain n'est pas un clone, l'être humain est l'espèce vivante sur cette petite planète la plus extraordinaire. Autant elle est semblable à son prochain, autant elle est unique. Et c'est l'unicité de chaque être humain qui nous rend complémentaires les uns aux autres. C'est ça qui est Mmh. extraordinaire. Ouais. Quand toi et moi, on clique, ça fait quelque chose de waouh. Mmh mh. Ouais, c'est ce qui est et tu vois, ce qui peut être parfois difficile à comprendre quand tu es jeune et je trouve que l'expérience d'une vie, elle t'apporte aussi ça. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été ça. Tu vois, au niveau si je prends l'exemple professionnel, j'étais jeune manager, je trouvais super compliqué de travailler avec des gens qui étaient pas «comme moi», entre guillemets. Bah, ça demande beaucoup d'efforts pour communiquer et puis tu vois, des fois on se comprend pas et puis des fois tu dis: «Oh, ils sont chiants».
c'est plus facile d'avoir des gens comme toi et là, tu as pas besoin de parler, on se comprend tout de suite, ça va vite. Tu vois, moi aussi, j'avais ce besoin de vitesse et cetera et puis maintenant, j'en suis rendue à aller expliquer en entreprise pourquoi c'est important qu'on soit tous différents. Comment Mhm. est-ce qu'on forme des équipes performantes en ayant des gens différents? Et c'est vraiment une richesse, mais je pense qu'il faut un peu d'expérience pour le comprendre. Et il faut peut-être s'être pris quelques portes ou quelques murs, comme tu disais, pour dire: «Bah, en fait, tout seul, j'y arriverai pas. J'ai besoin d'avoir d'autres points de vue. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui va m'accompagner et qui aura, bah, expérimenté d'autres chemins, qui aura une autre vision des choses et à nous 2, on va faire un truc vachement meilleur que quand j'étais toute seule, quoi». Aussi, il y a des adages qui sont vraiment complémentaires les uns aux autres. Comme il y a un adage africain qui dit que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est la vérité. Mmh Il y a mh. aussi un passage dans la Bible qui dit c'est au nombre, c'est au multiple des conseillers qu'un projet aboutit. Et ça aussi, c'est la vérité. Parce que dans les faits, on n'est pas fait pour vivre tout seul solo. On est fait pour être complémentaire. Ta Mmh. richesse va apporter, je veux dire, dans un objectif que je vais vouloir atteindre, un rêve que je vais avoir, mais ton expertise ou ta richesse en tant qu'être humain sur la Terre avec ton expérience ou ce que tu sais professionnellement parlant va fatalement m'aider d'une manière ou d'une autre et vice-versa avec une autre personne et une autre personne et une autre personne. Et quand on est prêt en fait à devenir réellement complémentaire en voyant aussi les intérêts d'autrui comme plus importants que les nôtres. Ça Mmh. nous permet une magnifique expérience. Ouais. Mmh mh. Ouais, donc il faut un peu de vécu. Il faut avoir, expérimenté tout ça. Ah ben si Mmh mh. tu fais du vécu, tu vas dans un pays qui n'a pas du tout rapport avec le tien et puis alors là, tu vas en avoir du vécu. Ouais. Bah, honnêtement, moi, mon expérience avec la Chine, ça a été, très enrichissant. Tu vois, une Ouais. culture aussi différente, c'était et en fait, c'est pour ça que j'y suis allée principalement, plus que pour l'intérêt du job. Mhm. Moi, j'avais bossé pour des Américains pendant des années. Je dis: «Ah, j'irais bien voir un peu de l'autre côté ce qui se passe» et j'ai pas été déçue, c'était génial. Et j'ai Mhm. encore des contacts avec les collègues et tu vois, bah, les collègues, c'est des petits frères et des petites sœurs, quoi. Ben, c'est ça. C'est Donc, nous, c'est quand tu vas en Afrique, là, c'est un clash total. mmh C'est mh. c'est un clash total. Mais Ouais. c'est ça qui est extraordinaire parce que c'est juste merveilleux. C'est juste merveilleux. En tout cas, moi, j'aime les gens, alors c'est juste merveilleux. Ouais. Ouais, l'Afrique, je connais pas, il faudra que j'expérimente aussi. Ah, c'est pas pareil. Entre l'Afrique du Nord, où il y a le Maghreb et tout, l'Afrique de l'Ouest, qui est quand même réputée pour être pas mal pauvre. Ouais. L'Afrique de l'Est, qui est quand même un peu plus riche. L'Afrique centrale, un peu plus intense. Puis l'Afrique du Sud, qui est quand même. L'Afrique du Sud, c'est totalement d'autre chose. Vu que l'Afrique du Sud est anglophone, c'est juste totalement d'autre chose. C'est très industrialisé pour certaines parties, et puis de l'autre côté, c'est super sauvage. Mais même les gens ne sont pas du tout la même. C'est pas la même chose parce que c'est pas à l'époque, c'était pas les mêmes colonies. Comme l'Afrique du Sud a été colonisée par la Hollande et Ouais. l'Allemagne a amené le chemin de fer. Et ça paraît parce que tu parles encore le néerlandais Mmh mh. en Afrique du Sud. Ouais, Ouais. très intéressant. C'est un beau pays pour moi. Et tes actions avec le ministère, c'est dans quelle partie de l'Afrique? Le Togo, donc c'est l'Afrique de l'Ouest. C'est entre le Ghana et le Bénin. Tu sais, D'accord. ce tout petit rectangle, tout Ouais, petit rectangle, ça te prend genre pour faire frontière Ghana, frontière Bénin, voiture 2 heures. d'accord. Tu as traversé le pays. Hein, hein. Mais ouais, c'est pas un endroit super populaire où tout le monde veut aller. Mais nous, c'est ça. Avec mon mari, on est attirés vers les endroits où personne ne veut aller parce qu'il n'y a rien à gagner, en fait. Mmh mh. Ouais, ouais, c'est bien. C'est beau de faire ça. Il en faut des gens qui s'occupent aussi des endroits où il y a pas de pétrole, pas de Ah, diamants, pas regarde là, on n'est pas attiré. Ben, tu peux pas dire que tu n'es pas attiré vers ces choses-là. Non, je ne suis pas attirée vers ces choses-là. Pour moi, ce qui est important, c'est l'humain. L'humain est important. De faire partie du changement, d'abaisser les différences, que ce soit au niveau ethnique, culturel, même de foi. Je crois en tant que pasteur missionnaire, ma réelle mission est d'être en paix
avec tous les hommes et de montrer c'est quoi l'amour inconditionnel. C'est ça. Ouais. Ça me parle beaucoup, l'amour inconditionnel alors, pour moi, en dehors de toute considération religieuse, parce que pour le coup, j'ai eu une éducation religieuse, mais que j'ai un peu, reniée, mais tu vois, cette histoire d'amour inconditionnel, elle me touche vraiment, bah, depuis que je fais un petit chemin où aussi j'accepte d'être moi-même et de suivre, les élans du cœur. Et Mmh. j'avais besoin de ça et je pense que c'est aussi lié, à l'âge, tu vois? Cette transition dont on parlait tout à l'heure, de dire, bah, entre 40 et 50 ans, tu t'affranchis un peu du carcan de ton éducation. Tu as déjà accompli pas mal de choses et tu te dis: «Bah, aujourd'hui, j'ai plus rien à prouver aux autres. Ce que j'ai envie de prouver, c'est plus à moi-même et j'ai envie d'être moi-même pleinement». Et pour moi, c'était vraiment, une vision de, en fait, ce que j'ai à apporter au monde, c'est l'amour inconditionnel. C'est un Ouais, truc que j'ai ressenti très, très, très fort ouais. et 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 je trouve que cette notion d'amour inconditionnel, finalement, elle est représentée par Jésus, Mais oui, au-delà mais de toute considération religieuse, quoi. Tu vois? et C'est et pour moi, mais c'est fou, je c'est pas pour toi là, mais je suis tellement tannée qu'on mette Jésus avec religion parce que ça a tellement pas rapport. Quand tu connais Jésus, ça a pas rapport. Mais Jésus, c'était l'anti-religieux, c'était le rebelle de Jérusalem, quoi. Les religieux voulaient, mais les religieux voulaient le tuer. Et puis quand tu lis les évangiles, plein de fois, en fait, plein de fois, il s'est sauvé parce qu'en plein milieu de la foule, ils ont essayé de l'attraper avant de le crucifier, mais ils ont essayé de vraiment lui faire la peau, mais plein de fois, en fait. Pourquoi? Il faisait des choses qui étaient au-delà de la religion. Il y a eu toutes les personnes où il y a eu cette rencontre une à une, tout le monde a changé. Parce que Jésus, c'est l'amour inconditionnel. Et les gens disent, ah, l'amour inconditionnel, c'est quoi? Ben, ça veut dire sans aucune condition. Et quand tu penses à ce mot-là, en fait, quand tu dis aimer sans condition, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire que quelle que soit ta couleur, quel que soit ton niveau social, là, tu te dis, ok, c'est facile. Mais après, tu vas plus loin. Meurtre, pas meurtre, vol, pas vol, hypocrisie, pas hypocrisie, adultère, pas adultère. Tu sais, c'est comme, là tu arrives dans d'autres zones de mmh pardonner l'impardonnable. Puis tu dis, ben là, on ne peut pas faire ça. Pour moi, ça a été un grand processus de vie. J'avais beaucoup de gens à pardonner. Quand j'ai trouvé Jésus, pour moi, j'avais beaucoup de gens à pardonner dans ma vie. J'ai été violée 3 fois quand j'étais jeune, à 7 ans. J'ai dû pardonner mon agresseur. Ça a été quelque chose. Mon père a été assassiné pour une stupide histoire de poisson quand j'en avais 11, le 5 décembre 87. Je suis pas prête d'oublier cette date-là, je te le dis. Ça m'a pris quand même longtemps. J'ai fait mon deuil à 29 ans quand j'ai rencontré Jésus. Parce qu'il fallait pardonner, en fait, à mh. l'assassin de mon père. Tu sais. Ouais. C'était quelque chose, ce pardon. J'ai dû pardonner à mes parents parce qu'ils ont divorcé quand j'avais 7 ans. C'était juste avant l'abus sexuel. Il y a beaucoup de choses que j'ai dû pardonner. Beaucoup de choses que j'ai dû aussi me pardonner. Parce que Mmh le mh. monde des gens à pardonner. Et, Ouais. mais je suis tellement fière d'une bonne manière. Je suis tellement fière d'avoir été capable de faire ça parce que le pardon, et c'est une des choses que Jésus enseigne en fait, le pardon te rend libre. Le pardon ne veut pas dire que tu vas oublier ce que ton agresseur a fait ou pas, ou ce que les gens ont fait dans ta vie ou pas. Le pardon, ça veut juste dire que tu brises cette chaîne qui te garde captif. That's it. Tu deviens Ouais. libre, réellement Mmh mh. libre. Et de savoir, tu sais, Jésus, tout le monde qui le croisait, tout le monde était émerveillé parce que c'était l'amour sans aucune condition. Et c'est ce après quoi, en fait, l'être humain aspire le plus, être réellement aimé. À partir du moment où tu sors du ventre de ta mère, un bébé, c'est juste ça qu'il veut. Boire, Mmh. aimer, être changé. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options. C'est tout. Et Mmh mh. quand l'être humain est privé d'amour, mais il meurt. Nous sommes Ouais. créés pour aimer. Nous sommes nés pour être aimés. Nous sommes... C'est notre code génétique le plus profond. Mais être aimé d'une vraie façon. Mmh mh. C'est la chose. Sans Ouais. condition. Sans qu'on te demande de changer ça ou ça chez toi, sans qu'on te dise, bah, tu sais, Cécile, je t'aime, mais, Mais bon, par contre, ton t-shirt Alien, il est moche, quoi. ouais, tu sais,
caractère, là, faites quoi avec, tu sais? Si tu veux qu'on reste ensemble, ben, il va falloir que tu te mutiles un petit peu dans ton caractère. Ben non, d'être célébré. Moi, toujours, le jour où je suis entrée dans le ministère, il y a vraiment longtemps, on a commencé comme leader jeunesse. C'était vraiment cool, pour vrai, là. Puis ma pasteur jeunesse disait toujours, apprends à être avec des gens qui vont te célébrer, pas avec des gens qui vont te tolérer. Ouf! Ça, là, c'était tout un enseignement, ma fille. Et j'ai décidé d'écouter ce sage conseil. Et de se poser la question, pourquoi je suis prêt ou prête, tu sais, à vouloir garder dans mon entourage proche des gens qui vont juste me tolérer au lieu de me célébrer. On a le droit de choisir qui on fréquente. Bon, peut-être pas dans la famille, là, mais dans le reste, on a le droit de choisir. Et au prorata, on va choisir en fonction de l'amour qu'on a aussi envers nous-mêmes. C'est ce que j'allais te dire. Avant d'être au clair sur, et de savoir reconnaître un amour inconditionnel pour toi, il faut que toi-même, tu saches qui tu es, quels sont tes besoins et que tu t'aimes un minimum, quoi. Sinon, Et, tu peux rencontrer quelqu'un qui va t'aimer comme ça et à la limite, tu vas pas le reconnaître, quoi. tu sais, on dit toujours deux choses à nos enfants. En tant que pasteur missionnaire, j'assure, je ne vais pas parler que de ça tout le temps, mais c'est parce que c'est une réalité, dans le fond. La foi est comme très présente chez nous. On dit toujours aux enfants, on ne peut pas aimer plus ce qui est dehors que ce qui est dans la maison. Puis on leur dit aussi, en tant qu'être humain, sur la terre, on ne peut pas aimer plus ce qui est dehors que ce qui est dedans, à l'intérieur de la maison. Parce que ta première maison en tant qu'être humain, c'est ça. Je veux dire, tu es un peu pogné avec toi jusqu'à la fin de tes jours. Tu es dans tes culottes. Alors, prends soin de ce qui est à l'intérieur de ta maison avant de prendre soin de ce qui est à l'extérieur. C'est très important. C'est très important. Que ce soit au niveau de ton esprit, pour les gens qui sont spirituels, au niveau de ton âme, pour la guérison des blessures, au niveau de ton corps, pour l'entretien physique, parce que oui, c'est important, les gens, à un moment donné, on a 65 ans et il y a plein de trucs qu'on ne veut pas. Et puis, d'atteindre tes rêves, on a tous des rêves, et chaque rêve est tellement précieux. Tu sais, quand je rencontre un client ou une cliente pour l'atteinte de ses objectifs, moi, je suis émerveillée par les rêves des gens, là. C'est comme, je suis captivée. Les gens me disent, oh, j'ai un objectif. Oh oui, compte-moi ça. Et je suis la plus grande cheerleader. Je suis comme, wouhou, yes, on va y arriver. Yes, on va y arriver. C'est vraiment fou, là. Et puis, je trouve que c'est tellement précieux. Les gens sont tellement précieux. C'est la plus belle chose au monde. Les gens sont vraiment la plus belle chose au monde. Où qu'ils soient, quels qu'ils soient. Ça, c'est un message d'amour, c'est beau. Ouais. Ah, je tripe les gens. C'est tout ce que je peux dire. Je tripe les gens. C'est dangereux quand tu me lâches. Tu me lâches quelque part. Écoute, là, on a été au salon, on avait le salon du livre chrétien à Montréal, puis on est auteur. On a écrit des livres à caractère spirituel. Et puis, donc, on était là pour techniquement vendre nos livres. En tout cas, Leslie, il est resté, je pense, 20 minutes à la table. J'ai fait des câlins à tout ce qui bougeait dans la place. J'ai parlé à tous les humains que j'ai croisés. Tout le monde. Parce que je suis en amour avec les humains. C'est ça. Mais tu vois, quand tu commences à suivre les élans de ton cœur, parce que moi, j'étais une enfant plutôt pas trop câlin et bon, même je pense que des fois, j'ai ressenti qu'on m'aimait moins parce que j'étais pas câlin, mais j'avais pas envie de faire des câlins, je faisais pas des câlins, c'est tout, tu vois? C'est comme ça et aujourd'hui, je réalise que oui, j'aime les autres humains, tu vois? Ce qui est déjà quelque chose d'un peu plus nouveau, on va dire et ben, j'étais la semaine dernière à une réunion réseau où je discute à la fin de la réunion avec quelqu'un et puis elle me dit: «Ouais, moi je suis il faudra que je vienne te voir parce que, du coup, j'ai des douleurs, machin, et puis en plus, je suis hypersensible» et puis tu vois, elle commence à avoir un peu les larmes aux yeux et je dis: «Beh, oui, viens me voir, on regardera». Je fais de la posturologie, tu vois? Donc je peux l'aider par rapport à ses hernies discales et tout ça et je dis: «Mais pour tout de suite, si tu veux, je peux juste te faire un câlin si ça te fait du bien». Elle me dit: «Ah ouais, ouais, je prends». Tu vois? Je me suis dit: «Mais en fait, je l'ai fait de bon cœur parce que j'ai senti qu'elle en avait besoin et puis c'est voilà, ça m'a fait du bien de l'aider aussi». Puis c'est un truc que j'aurais jamais fait il y a 15 ans, quoi et C'est fou quand on donne un vrai câlin. Alors, les amis, quand vous allez regarder cette vidéo, il y a des techniques de faux câlin, ça m'écoeure, et les techniques de vrai câlin. Alors, les techniques du faux câlin, c'est quand tu arrives et puis tu fais
Ouais. Ah ouais, c'est bon, check sur ma liste, bye. C'est comme, tu me niaises. Un vrai câlin, c'est comme tu prends la personne et tu restes au moins 10 secondes sans parler, sans rien, tu sais, rien. Et puis en fait, les gens sont pas habitués, les gens sont plus habitués à recevoir des câlins, des câlins. C'est là où tu te dis, mais le train a vraiment déraillé dans l'histoire à un moment donné, là. On a perdu la base. La base, vraiment. On n'est même plus capable de se donner de l'amour entre nous autres. Ouais. Et tu vois, là, elle m'a dit: «Ah oui, mais moi je prends les câlins» et puis ça lui a fait du bien et c'était Oui, cool, quoi. oui, ça fait Et du en fait, bien. je la connaissais pas, 20 minutes plus tôt, hein. Mais c'est Mais c'est ça. excellent. Mmh. Et c'est exactement ça. C'est bon, les câlins. Ouais. Ouais. As-tu une question pour moi? Pardon? As-tu une autre question? Ah, excuse-moi, il y a eu une petite coupure, du coup, j'avais pas Oh, entendu ce que tu me disais. Beh, on va conclure si tu veux bien. Est-ce que, tu as un dernier conseil à donner aux gens, peut-être pour qu'ils arrivent à s'aimer un peu plus? prenez le temps de vous découvrir. Les gens, je trouve ils passent pas assez de temps avec eux-mêmes. Mmh mh. Mais je vais redéfinir le avec soi-même. Avec soi-même, c'est pas en étant sur les réseaux sociaux à scroller sur son téléphone. C'est Avec soi, clair. c'est pas en train de regarder les 12 saisons d'une série Netflix. C'est va prendre une marche, passe du temps avec toi-même. Pour vrai, si tu as Ouais. un jardin, va dans ton jardin, puis commence à te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux? Comment je veux finir mon histoire? Ça, c'est une grosse question. Comment je veux finir mon histoire? Tu sais, je vais encore vous parler de ma foi, c'est sûr, je suis désolée, hein, mais non, je suis pas désolée en fait. Non, Et tu sois pas désolée. sais, des fois, je me dis, OK, un jour, je vais rencontrer Dieu. OK. Puis il va me dire, puis Leslie. Et souvent, en fait, je visualise cette magnifique rencontre. Tu sais, je vois vraiment, genre, un papa super excité de voir sa petite fille, comme, waouh, c'est comme, raconte-moi. Et là, je me dis, option 1, j'arrive, et puis je fais, bah, en fait, tu vois, j'ai pas fait grand-chose. Et il va me dire, pourquoi? Ah, j'avais peur de ci, j'avais peur qu'un tel me rejette, j'avais peur, et puis, c'est trop dur, pas assez formé, pas équipé, blabla. En fait, je vois toutes les limitations. Et là, je me dis, option numéro 2, fais ce que tu as à faire. Vis ta vie parce que t'en as juste une, c'est la tienne. Il n'y a personne qui vivra ta vie à ta place. Qu'est-ce que tu Mmh. veux faire? Je veux faire partie du changement. Depuis que je suis toute petite, là, je veux faire partie du changement. Comme c'est marqué sur mon histoire, vraiment, là, depuis que je suis petite. Et puis je me dis, OK, quel est le moyen le plus simple pour moi de faire partie du changement? Et je reviens toujours, les gens, d'être là pour eux. Mais ça, c'est Leslie. Alors, comment veux-tu finir ton histoire? Comment tu veux, je veux dire, même si tu es quelqu'un qui n'a pas de confession de foi, puis c'est super général, mais comment tu veux que les gens se souviennent de toi? Comment tu veux que les gens parlent de toi quand tu vas plus être là? Mmh. Et quand tu prends ce recul-là, tu dis: «Mes petites peurs qui m'empêchent de faire, elles sont ridicules par rapport à ce que je peux accomplir», quoi. Mais grave, et puis où tu vas être rejeté et tout. Puis l'affaire du rejet, là, dans les faits, on pense que les gens pensent à nous, mais en fait, c'est pas du tout la vérité, parce que l'être humain est super centré sur lui-même, quand même, on va le dire, hein, c'est un problème. Il est très centré sur son ego et sur son micro-nombril. Alors, non, les gens, ils pensent même pas à toi, ils s'en foutent de toi, en fait. Alors, Ouais. fais ce que tu as à faire. Tu veux écrire des livres, écris des livres. Tu veux ouvrir une entreprise, fais-le avec sagesse, par exemple. Tu sais, prépare bien tes choses en amont. Fais une bonne transition. Tu veux, je sais pas moi, tu veux déménager en région, do it. Mais fais les choses d'une bonne manière. Et super important, il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Si on fait les choses dans le bon ordre, on n'est jamais en retard. Mais si tu veux toujours courir plus vite que la musique, tu vas te brûler. Puis alors là, j'ai un trophée pour ça. Un trophée du burn-out total, là. Alors, apprenez les gens à vivre la vie. Ouais, apprendre à vivre la vie. Parce qu'on en a juste une. Mmh Puis elle mh. est... Ouais. Merci beaucoup Leslie. Je pense que les gens auront compris pourquoi j'avais envie de t'interviewer et pourquoi tu étais, à mes yeux, très inspirante. Ah bah, c'est très... Merci pour tout Moi, ce je que vois tu pas as du tout partagé. ça, perso. Je suis comme...
Je suis dans ma bulle de licorne. Je suis comme, oh, ok, Cécile, elle va faire une entrevue. Ok, on fait une entrevue. Mon mari dit comme ça, ouais, je sais pas. I don't know, on va faire une entrevue. Ok. Mais c'était super sympa d'avoir accepté et je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Et Il y oui, a j'ai pu plein de leçons à en découvrir tirer pour tout le monde. personnellement. J'ai pu découvrir. Ouais, C'est les réseaux sociaux, franchement. ouais. Et si on veut te contacter pour différentes, raisons, par exemple, si on veut être accompagné par toi pour devenir plus productif, où est-ce qu'on te retrouve? Ah, j'ai un compte Instagram, lesliepasserino.coaching. Bon, est-ce qu'il sera encore à ce nom-là? Je réfléchis là à ce que je vais dire. Ah, Leslie Passerino. Ah oui, il devrait être encore à ce nom-là. Je vais être sage. Ok, pour toi, je ne vais pas le changer. Mais lesliepasserino.coaching. Là, je suis en train de travailler sur mon nouveau site web. Je ne sais pas du tout quand ta vidéo va sortir. Je dirais d'ici un mois, Ok, donc donc ça cet été quoi, 2023. si c'est d'ici juillet, août 2023, soyez gentils avec moi. Il va y avoir un site internet. Ça va s'appeler sansfocus.co. Parce que là, on est en train de travailler sur le site internet. J'en ai un, mais je ne vais pas donner l'ancien parce qu'il est appelé à mourir. Ce serait une perte de temps. Mais Instagram, c'est moi qui réponds parce que je suis... Juste un instant, s'il vous plaît. Je t'en prie. Excusez. On a eu, je ne sais pas si vous êtes au courant, chez nous, le Québec a pris pas mal feu. Alors, on a eu Mmh. beaucoup de fumée hier. On a eu des avertissements et on ne voyait plus rien chez nous. Ah ouais, à Là, ce point-là? ah oui, bah, je ne sais pas si vous avez vu aux informations européennes, mais oui, c'est grave. Ouais. On a, juste au Québec, 1 200 000 hectares ont brûlé depuis un mois, ce qui est Waouh. énorme. Mmh mh. Le feu de forêt, c'est énorme, il n'y a pas besoin d'un humain pour ça. Puis hier, là, il y avait un avertissement hautement dangereux sur tout le Québec. En fait, tu ne pouvais même pas voir le bout de ta rue, genre. Ah ouais, carrément. Puis ça a attaqué les poumons, on est sortis quand même. Mmh mh. Mais on avait tous les poumons, les yeux. Ouh! Ouais. Désolée. Mmh mh. Sorry. Donc, c'est ça. C'est quoi que je disais? Par Oui, rapport à ton nouveau site web, ouais. oui, sans focus, sans comme 100, Mmh. focus, F-O-C-U-S.co, c'est ça. Ouais. OK. Et je mettrai tout ça en description du coup de la vidéo, pour que les gens puissent venir discuter avec toi s'ils Et en ont sur besoin. Instagram, c'est bien. Puis la meilleure chose que je vous conseille, chers amis, si vous avez trouvé que c'était pertinent, puis que vous voulez qu'on connecte ensemble, oui, vous pouvez m'écrire sur les réseaux sociaux, bien que je sois relativement disciplinée ici. Mais quand vous allez sur le lien dans ma bio, en fait, inscrivez-vous à ma newsletter. C'est le meilleur moyen. S'inscrire à la newsletter avec moi, c'est le meilleur moyen pour connecter et communiquer ensemble. Oui, oui. Meilleur. OK. Je mettrai toutes ces infos en description pour que les gens Super. puissent te retrouver s'ils ont envie de parler avec toi un petit peu plus. Mais oui, Merci beaucoup Leslie. ben, merci à toi, voyons donc. Je te souhaite une bonne, journée puisque du coup elle commence tout juste, enfin c'est la Et moitié de oui, la et nous, il est journée midi chez toi. 17. Oui, Ouais. exactement. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi, profite bien de ta journée et puis à bientôt, À nos bientôt. chemins se recroiseront je pense. D'accord. À bientôt. À bientôt.